Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rouge et Blanc consacré à France Nature Environnement Haute-Savoie. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Hébert qui travaille chez France Nature Environnement Haute-Savoie en qualité de responsable du pôle expertise, veille, appui aux collectivités et aux entreprises et également chargée de mission biodiversité et milieu aquatique. Nous accueillons également pour une première au sein de notre équipe Rouge et Blanc Anne Mondino qui animera cet épisode à mes côtés. Anne qui est biologiste de formation et spécialisée en écologie. Pour commencer, Marie, bonjour. Bonjour. Je vous invite tout d'abord à vous présenter et nous dire en fait quelle est votre fonction, votre domaine d'expertise et quel est votre parcours. Alors, je travaille à France Nature Environnement Haute-Savoie depuis 2006. Donc, ça fait un moment que je suis au service de la protection de la nature. J'ai fait des études dans la protection de l'environnement, mais surtout l'écologie, la gestion des milieux aquatiques. Et donc, c'est tout naturellement que aujourd'hui, je travaille principalement sur des missions de biodiversité, préservation de la biodiversité aquatique. À côté de ça, donc, je suis responsable d'une équipe de quelques personnes, on est 5, qui travaillent sur des diagnostics écologiques, par exemple des suivis de la faune avec des pièges photos, mais ça peut être aussi des suivis papillons, des suivis liés aux reptiles, amphibiens, etc. Et puis d'autres personnes qui vont travailler sur la veille environnementale, quand il y a des atteintes à l'environnement. On essaye de traiter ces problématiques-là. C'est des alertes citoyennes et on informe les services publics et les services de l'État pour faire bouger les choses, pour préserver la nature. Et puis on a aussi d'autres personnes qui travaillent dans l'accompagnement des collectivités et des entreprises pour améliorer la biodiversité et l'accueil de la biodiversité dans les espaces publics ou dans les espaces privés des entreprises, ou ça peut être aussi avec des bailleurs sociaux, avec différents types de publics. Est-ce que vous ressentez depuis ces dernières années un intérêt plus grandissant du public pour la protection de la biodiversité ? Oui, tout à fait. On a ce sentiment d'ouverture et de préoccupation qui grandit par rapport au public, qui est lié au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous contactent, qui veulent travailler avec nous, qui veulent être bénévoles, qui veulent s'investir dans nos projets, pas forcément en sachant quoi faire, mais en ayant envie de rejoindre le mouvement. Et à côté de ça, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus d'alertes sentinelles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veillent au niveau du territoire. Et puis, on mobilise de plus en plus de personnes sur des sciences participatives et ça intéresse de plus en plus les gens, en général, de s'investir dans de l'apport de connaissances, l'amélioration des connaissances pour préserver, in fine, le vivant, quoi. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a attiré dans les milieux aquatiques et pas avoir choisi la forêt, par exemple ? Je pense que c'est pas très explicable. Moi, j'ai toujours été au contact de l'eau, au bord de l'océan. Je m'appelle Marie, donc il y a quelque chose de mer dans Marie. Et puis, j'ai une affinité, je pense, qui effectivement est plus sensible avec l'eau, les milieux aquatiques. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, sans avoir de raison particulière. Peut-être que c'est le fait d'être, quand on est dans l'eau, on a un sentiment qui est peut-être incroyable d'apesanteur. On est un peu dans un autre monde on est quand un on est peu sous dans l'eau. Un monde merveilleux et dans quelque chose où on est en proie ou en contact avec la nature au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la pureté des éléments sur Terre. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé je travaille et j'ai toujours travaillé sur les milieux aquatiques. Alors les milieux aquatiques, on parle et on pense à la mer, mais en montagne, ce sont les lacs. Et vous œuvrez aussi bien ici dans les territoires des Pays de Savoie que dans les Pyrénées, c'est ça ? Tout à fait, exactement. J'ai un projet que j'ai commencé il y a quelques années, un projet de recherche sur les effets du changement climatique sur les communautés, donc les espèces qui vivent dans les mares d'altitude, parce que ces milieux-là sont des milieux extrêmement intéressants du fait qu'ils sont très méconnus et qu'ils vont donner des informations assez précises et assez intéressantes sur les effets du changement climatique à venir. On y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure dans l'épisode avec Anne. Quelle est la mission de France Nature Environnement Haute-Savoie, précisément au niveau du public, mais aussi des entreprises, par exemple ?
Notre mission, c'est ce qu'on peut voir un peu derrière pour ceux qui voient la vidéo, mais pour ceux qui écoutent, on a des missions ou des axes principaux qui vont être connaître, comprendre, sensibiliser, convaincre et défendre. Parce qu'on est une association donc, de protection de la nature, loi 1901, à intérêt, sans but lucratif. Notre objectif, il est de préserver notre environnement à tous, le vivant autour de nous. Et comment on fait ? On fait par différentes étapes. Donc la partie connaître, que je vous ai évoquée, par des diagnostics, etc. Comprendre, ça va aussi dans ces aspects-là, la recherche scientifique, mais aussi mieux comprendre, par exemple, où est-ce que va passer la faune pour pouvoir préserver un corridor biologique. Et puis après, on va être dans aller voir les collectivités, aller voir les entreprises pour les faire nous rejoindre dans ce combat ou dans cette envie de préserver l'environnement du mieux que l'on peut. Et puis, il y a toute une partie sensibilisation. Il y a toute une équipe de FNO Haute-Savoie, dont une collègue à moi est responsable, qui s'appelle Anne-Camille Barlas, qui, elle, va plutôt aller au niveau des écoles, faire de l'animation et de la sensibilisation en partenariat avec les éducateurs et les professeurs pour amener les enfants de demain à être plus sensibles à la question de l'environnement, du développement durable et de la préservation de l'habitat dans lequel on vit tous. Comment est financée l'association ? Est-ce que ce sont les collectivités, les entreprises qui vous financent ? Au départ, on était une association, donc on est né en 1974, on a 50 ans cette année. On est une association qui avait au départ que des bénévoles et puis petit à petit des salariés. Et donc effectivement, il faut financer ces salariés. Et au départ, c'était surtout des financements publics. Et puis, je ne saurais pas comment dire, mais l'évolution des politiques publiques, c'est finalement quelque part désolidarisé de cet esprit citoyen de défense de l'environnement en nous coupant les financements à l'échelle régionale mais aussi à l'échelle départementale. Et donc aujourd'hui, il y a énormément... pour 2023, on a eu notre assemblée générale vendredi dernier, donc j'ai un petit peu les chiffres en tête. Il y a à peu près un quart du budget qui est amené par des financements publics, par des financements privés, comme par exemple les adhésions, les dons, les legs, mais aussi les mécénats d'entreprises ou des fondations pour nous aider à vivre. Et puis je ne me souviens plus du mot, mais la solidarité du public. Enfin, c'est-à-dire que les gens, au vu des arrêts de subventions de certains politiques, se sont sentis dans leur rôle de nous soutenir parce que convaincus et investis dans ce besoin de préservation de la nature, en particulier en Haute-Savoie. On sait qu'on est un département dans lequel il y a énormément de développement et d'aménagement et d'artificialisation des sols. Et puis on a un intérêt économique grandissant. Et à côté de ça, on a quand même donc des entreprises avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on est en accord. On ne travaille pas avec n'importe quelle entreprise non plus, mais aussi des collectivités qui, bien que les services publics plus globaux comme le département ou la région ne nous soutiennent plus et voient d'un mauvais œil le soutien de notre association, ont souhaité et continuent à nous soutenir, bien que ça peut leur apporter les foudres de certains politiques, parce que pour elles, c'est important ce que l'on fait et on a besoin de nous. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de nous. On est tous concernés aussi, quelque part. Donc, on a tous notre part à faire et à prendre. Au niveau national, France Nature Environnement, au niveau national, est-ce que vous avez le soutien de l'État par des ministères quelconques ? Alors ça, c'est une question assez intéressante. Ou pas. France Nature Environnement au niveau national a beaucoup de relations effectivement avec les ministères, avec les conseils de protection de la nature. Voilà, donc il y a une relation tout à fait. Par contre, ça n'empêche que l'État peut aller à l'encontre de jugements qui sont en notre faveur, alors que ça peut être des jugements tout à fait fondés.
Donc on a des relations avec les services de l'État au sens large, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau départemental. On travaille énormément avec les services de l'État, mais il faut savoir que les services de l'État ont aussi une pression de la part des politiques locaux, et donc c'est pas forcément évident, et on se retrouve souvent à aller à l'encontre de l'État alors que l'on défend les lois de notre pays, et qui normalement devraient être représentées par les services de l'État. Alors Marie, on va revenir maintenant plutôt sur notre territoire des pays de Savoie, Savoie-Mont-Blanc, pour revenir à nos lacs de montagne. Vous êtes également spécialiste des libellules. Expliquez-nous un peu cette expertise. Donc moi, je travaille effectivement sur les libellules. C'est un intérêt important, ces organismes, parce que c'est des espèces qui vivent et dans les milieux aquatiques et dans les milieux terrestres. Donc ce sont des organismes qui permettent de faire le lien entre ce qui se passe dans l'eau, mais aussi ce qui se passe autour. Parce qu'ils ont une partie de leur vie qui est aquatique, sous forme de larves, et ils vont sortir après différentes mues, on peut dire différentes phases aquatiques. Ils vont sortir de l'eau, laisser leur dernière peau, et puis se faire sécher au soleil, et ressembler aux libellules que l'on connaît, magnifiques, élégantes et poétiques. Et donc, ça a un très, très grand intérêt parce que ça peut être des bioindicateurs de la qualité de l'eau, de la qualité qu'elle soit physique, chimique ou morphologique, c'est-à-dire s'il y a eu des piétinements ou de la destruction de l'habitat d'un point de vue d'érosion, on pourrait dire, les libellules vont réagir. Mais aussi à l'extérieur, si on a une fragmentation des habitats, une destruction de forêts ou d'autres exemples de problématiques dans le paysage, elles vont aussi être significatives et indicatrices de la matrice du paysage et du bon fonctionnement de réseaux de connectivité entre des milieux qu'elles habitent. Donc ce sont des espèces intéressantes et par le fait qu'elles ont cet aspect aquatique et terrestre, et aussi par le fait que les gens les connaissent. Ce sont des espèces qui sont jolies à voir, qui ont quelque chose de gracieux et, comme je disais tout à l'heure, de poétique. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres sur le philosophe et la libellule ou différents types d'ouvrages qui amènent à voir la libellule comme quelque chose de particulier. C'est aussi un insecte qui a pu être utilisé comme rite initiatique dans les pays asiatiques, etc. Donc les libellules en général, ce sont des espèces qui parlent aux gens. Les gens savent ce que c'est une libellule. Et donc c'est un insecte qu'on peut dire étendard et qui peut être visuel pour les gens et ça parle aux gens. Donc c'est pour ça aussi que je travaille sur ce type d'organisme. C'est un spectacle quand on regarde voler une libellule. Tout à fait. En vol ou à l'arrêt d'ailleurs. C'est toujours joli. Il y a combien d'espèces de libellules justement dans notre région ? Alors en Haute-Savoie, il y a à peu près entre 65 et 70 espèces. Et en France métropolitaine, il y en a à peu près une centaine. Donc on a quand même une grosse partie du cortège métropolitain en Haute-Savoie. Et on a des spécificités dont on pourra parler plus tard. C'est qu'on a aussi un cortège bien particulier qui est lié aux espèces d'altitude, du fait qu'on ait les Alpes sur notre une partie des Alpes sur notre département. J'allais dire, est-ce qu'il y a une différence entre les libellules des Savoies et celles des Pyrénées, par exemple ? Alors, il y a des différences. Il y a effectivement des différences. Il n'y a pas les mêmes espèces, mais il y a quand même certaines espèces d'altitude qui sont communes sur les Alpes et sur les Pyrénées. Parce que globalement, donc ça s'appelle des espèces, celles qui sont spécialisées d'altitude, c'est des espèces qu'on appelle boréo-alpines, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées soit des espaces boréaux de notre globe, soit des altitudes hautes, en particulier sur les Alpes ou sur d'autres massifs de l'hémisphère nord en particulier. On les trouve à toute altitude ou peut-être pas quand même en haute montagne quand même, j'imagine ? On peut les trouver jusqu'à 2300 mètres dans les Alpes du Nord français, sans aucun problème. Et ce sont des espèces qui sont remontées suite aux déglaciations et elles sont liées aux événements climatiques. C'est pour ça que certaines espèces sont maintenant spécialisées des milieux froids. Et donc ça fait partie des espèces que j'étudie, dont on pourra parler plus tard si vous le souhaitez. Avec Anne, bien sûr. Est-ce que c'est une espèce qui est vieille, je dirais, au niveau de la planète ?
Oui, ce sont des espèces, mais alors ce ne sont pas les espèces actuelles qui étaient présentes il y a des millions d'années, mais il y avait effectivement des libellules qui étaient présentes, qui faisaient jusqu'à 80 cm d'envergure, et donc dont on a retrouvé des fossiles. Donc c'était des espèces qui existaient depuis très 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 longtemps, qui ont connu les dinosaures. Et donc, qui ont survécu. Qui ont survécu. Alors, pas les espèces, mais en tout cas, elles se sont adaptées à de nombreuses évolutions. C'était des organismes qui étaient tropicaux et qui, aujourd'hui, arrivent à être, pas jusqu'au pôle, mais quasi, et qui se retrouvent en haute montagne dans nos Alpes. Donc, c'est des espèces qui se sont adaptées et qui ont évolué au gré de l'évolution de notre planète. Alors, il y a des femelles et des mâles, ou comment ça se passe aussi au niveau des libellules ? Effectivement, il y a des femelles et des mâles. Donc, les libellules ne sont pas les mâles et les demoiselles ne sont pas les femelles. On a des libellules au sens large. Et il y a différents groupes, on pourrait dire. Donc, il y a ce qui s'appelle les vraies libellules, les libellules vraies. C'est les grosses, celles qui sont plutôt grosses, qu'avant on disait que c'était les mâles parce que c'était plus costaud. Et puis, on a les toutes petites, toutes fragiles qui s'appellent les demoiselles, mais ce sont pas les mêmes groupes. Et il y a des familles et des espèces différentes dans chacun de ce qu'on appelle les libellules et demoiselles. Très bien. Alors, en parlant de demoiselles, je passerai la parole à Anne. Je voulais juste faire une parenthèse sur les 22 et 23 juin. C'est la journée nationale de mobilisation des naturalistes pour l'observation des libellules. C'est un plan national en faveur de la protection des libellules, donc les 22 et 23 juin. Et comment ça va se concrétiser ici, nous, en Pays de Savoie, ces journées d'action ? Donc les 22 et 23 juin, on veut mobiliser le plus de monde possible pour aller faire des inventaires dans un cadre bien particulier. Donc moi, je travaille à France Nature Environnement Haute-Savoie, mais je suis aussi vice-présidente du groupe régional de protection des libellules, donc ça s'appelle le groupe Saint-Pétrum, et je suis animatrice sur la partie Rhône et Alpes du plan national d'action pour les libellules, qui est porté à l'échelle nationale par l'OPI. Et dans ce cadre-là, on a décidé avec le groupe Odonate Auvergne, qui est une autre association de protection des libellules, de travailler dans les quelques années à venir, à court, moyen terme, pour améliorer les connaissances sur toutes les espèces d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour avancer et aller vers une nouvelle liste rouge qui serait à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que les listes rouges, ce sont des outils qui sont utilisés par les politiques, les aménageurs et les différents acteurs des territoires pour réfléchir au projet de demain, à la planification territoriale. Et donc, on aimerait avoir un outil adapté à notre nouvelle grande région pour que ces personnes-là puissent aussi intégrer l'évolution des populations. Parce que celle de Rhône-Alpes date de 2014. Normalement, elles sont caduques au bout de 10 ans, en 2024. Et celle d'Auvergne est plus récente, mais il est temps de commencer à se préoccuper de ça. Et donc, l'idée, c'est de mobiliser du monde, soit sur des zones où il n'y a pas de connaissances, soit sur des espèces pour lesquelles les données sont trop anciennes, pour aller voir où on en est et qu'on puisse travailler de manière sérieuse avec le plus de monde possible dans le cadre de ces journées-là. Et pourquoi ces jours-là ? C'est parce que c'est les jours où la durée du jour ou du soleil est la plus longue. Et donc, c'est là où on va pouvoir avoir le plus d'observations possible dans un temps jour correct et qui sera dans des conditions optimales pour voir les espèces. Marie, vous êtes donc spécialiste des odonates. Vous venez de nous l'expliquer. Ce sont les grandes libellules, les libellules vraies et les petites demoiselles. On sait donc que le cycle de vie des libellules est étroitement lié aux zones humides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est primordial de les recenser et de les protéger ? Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est indispensable. La première raison, c'est que, globalement, comme je l'évoquais tout à l'heure, les espèces de libellules, elles sont bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles nous donnent des informations sur l'état du milieu ou de l'écosystème. C'est pas intéressant juste en soi d'étudier les libellules, c'est intéressant parce qu'elles nous donnent des informations, pas toutes, mais certaines, comme j'évoquais tout à l'heure, certaines qui sont spécialistes par exemple d'altitude, il y en a d'autres qui vont être spécialistes de petits ruisseaux alimentés par des sources, ou il y en a d'autres qui vont être spécialistes des mares qui s'assèchent, etc. Et donc, elles nous permettent d'avoir des informations
sur les milieux dans lesquels elles vivent et donc l'état de ces milieux et comment cette diversité de milieux existe-t-elle encore ou pas et est-ce qu'elles sont en bon état de conservation. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a une autre raison, c'est en soi parce que ce sont des espèces et comme toute espèce, elles méritent d'être protégées, elles méritent d'être étudiées et d'être connues. Et on a un devoir patrimonial pour la préservation, en particulier de certaines, celles qui sont inscrites au plan national d'action et celles qui sont inscrites sur les listes rouges, parce que même si, comme j'évoquais, notre liste rouge en Rhône-Alpes, donc pour les Savoies, arrive un peu à caducité, la liste rouge nationale ne l'est pas, et on a eu un bon nombre de nos espèces de nos départements des Savoies qui sont à l'heure actuelle menacées d'extinction. Soit vulnérables, soit dans d'autres types de statuts. Et donc, c'est indispensable parce qu'on a une responsabilité par rapport aux espèces. Ah, donc là, on parle d'espèces faunistiques, d'animaux, mais aussi floristiques qui nous entourent et qui nous hébergent et qui nous donnent la possibilité de vivre dans un environnement agréable et vivable. Pour une bonne cohabitation, c'est important. Tout à fait. Alors Marie, parallèlement aux libellules, vous travaillez également depuis 2021 sur une thèse baptisée SIMAE. Quel est cet acronyme ? Donc SIMAE, c'était le nom qui... Enfin, en fait, on voulait trouver un nom pour pas que ça s'appelle la thèse de Marie Hébert. Et donc, on a cherché des noms. Donc, je vous passe les détails cocasses des noms. Mais SIMAE, si on fait un petit A dans SIMAE, quand on le lit, ça fait SIM. Donc, déjà, il y avait cet aspect-là. Donc, il y a quand même un aspect... Pourquoi on a mis un acronyme ? C'était pour essayer de rendre la thèse beaucoup plus vulgarisée dès le départ qu'une thèse qui peut être quelque chose de très effrayant pour les gens en général. Et donc ça veut dire Climatic Impact on Mountain Aquatic Ecosystem. Et donc c'est une thèse sur les effets du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques d'altitude. C'est une thèse qui est co-encadrée par l'Université Savoie-Mont-Blanc et l'INRA. Tout à fait. Donc c'est avec le laboratoire Cartel à l'Université de Savoie, donc c'est particulièrement Florent Artaud qui est spécialiste des macrophytes, et avec Thibaut Datry d'INRAE qui lui, donc est à Lyon, et qui lui est plutôt spécialisé sur l'intermittence, c'est-à-dire les milieux qui s'assèchent. Et comme un des enjeux qu'on étudie dans le cadre de ma thèse, c'est l'assèchement lié aux effets du changement climatique et quels sont ces effets sur les communautés aquatiques d'altitude. C'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui soit aussi spécialiste de la question d'assèchement des milieux. Voilà les deux personnes qui m'encadrent. Concrètement, chaque été, on voit bien qu'il fait très chaud, de plus en plus chaud. Il y a des conséquences naturellement sur les lacs de montagne. Donc ce qu'on voit, c'est que quand on regarde le début de ma thèse en 2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un été hyper pluvieux. En fait, il ne faisait pas du tout très chaud. Il faisait beaucoup de pluie. Et ça a été très compliqué pour moi parce que je devais échantillonner des mares, c'est-à-dire avoir un échantillon de mares qui s'asséchait. Mais en fait, il y avait plus d'eau en août qu'en juillet. Alors qu'en 2022, on a eu des milieux qui restaient secs tout l'été. Et donc, oui, il y a effectivement une évolution du climat liée au changement climatique, mais c'est ni que de l'assèchement, ni qu'une chose. En fait, ce qui se passe, c'est que les événements deviennent de plus en plus extrêmes. Donc, il fait plus chaud, plus sec, plus longtemps, de manière plus fréquente, ou il va y avoir des événements d'inondation ou de fortes pluies, pareil, de manière plus fréquente, etc. Il y a un changement, en tout cas, qui se crée. Je ne sais pas si on peut parler de déséquilibre, mais en tout cas, il y a un changement qui fait que nous, les pratiques qu'on a aujourd'hui et les usages que l'on a de l'environnement aujourd'hui, que ce soit sur l'aménagement du territoire ou même là où on vit, vont fortement changer très rapidement dans les années à venir. Mais dès aujourd'hui, c'est le cas pour d'autres pays et d'autres endroits. Parce que ces écosystèmes aquatiques d'altitude que vous étudiez, que sont les étangs et lacs de montagne, sont situés donc au-dessus des arbres et à la limite de la neige, à environ quelle altitude ? Donc globalement, ils sont situés, donc le travail, on ne l'a pas précisé, mais on l'a précisé peut-être tout au début, mais c'est sur l'ensemble des Alpes françaises et les Pyrénées français. Et donc, cette limite des arbres, naturel, on va dire, naturel ou anthropique. On n'est pas sur rechercher quelle est la limite exacte des arbres à tel moment. Non, c'est aujourd'hui, la limite des arbres, elle est variable entre le nord
le nord et le sud des Alpes avec les Pyrénées, etc. Et donc, globalement, on est entre 1300, 1400 mètres et jusqu'à 2800 mètres. C'est-à-dire qu'on est vraiment de cette limite jusqu'à potentiellement sous les glaciers. D'accord. Ça dépend où on se trouve, si on est Ça dans les dépend Pyrénées d'où on se trouve, ou dans les ou Alpes. en Haute-Savoie. Voilà. Tout à fait. Pourquoi est-ce particulièrement intéressant d'étudier et de comprendre les effets du réchauffement climatique sur ces zones d'altitude en particulier ? C'est extrêmement intéressant parce que ce que l'on sait, c'est que sur les Alpes, et ce qui a été démontré scientifiquement, c'est que sur les Alpes ou sur certains massifs dans le monde, on a un réchauffement climatique qui est plus rapide que partout ailleurs, à l'exception des pôles sur la planète. D'autre part, donc déjà, on a cette première aspect, c'est le changement est plus sévère et plus rapide en altitude. Et pourquoi ? C'est parce que on a des phénomènes physiques qui font que, pour différentes raisons, en altitude, on va avoir un effet plus important qui va être lié au fait que, par exemple, on va avoir directement des rayons UV plus importants, on va avoir des filtres qui sont moins importants, tous les effets de réflexion, l'albédo, etc. Et donc, on a des vents différents aussi. Donc l'altitude a quelque chose de particulier d'un point de vue écosystème. On voit bien que de toute façon, plus on va en altitude, par exemple, moins on a de végétation. Donc il y a plusieurs choses qui font que, effectivement, les effets du changement climatique sont plus importants en altitude. Et donc, on a une température qui augmente de manière plus sévère, on a des assèchements plus sévères. Donc on a tous ces phénomènes qui sont des conséquences du changement climatique qui s'accélèrent en montagne. Et un autre intérêt qui est très fort, c'est que par exemple, ce qui a été constaté, c'est que les espèces, en général, que ce soit la faune ou la flore, elles se déplacent avec les effets du changement climatique, en particulier l'augmentation de la température, et elles vont globalement vers des températures qui vont être finalement plus chaudes ou plus froides en fonction de la spécialité des espèces. Donc, elles se déplacent vers le froid, en général. Et donc, les espèces, elles vont aller soit vers le pôle nord, par exemple, ou vers les pôles en général, soit vers des altitudes plus hautes. Et donc, pour se déplacer, par exemple, on peut se dire que tous les 10 ans, par exemple, depuis 50 ans, tous les 10 ans, elles vont, par exemple, se déplacer de 6 km vers le nord, mais de 6 mètres en altitude. Et donc, sur un territoire plus petit, sur un gradient, on pourrait dire plus petit, on a une vision plus exhaustive des effets du changement climatique. On n'a pas besoin de parcourir des kilomètres et des kilomètres, mais sur quelques mètres de gradient, on a une vision globale des effets qu'il peut y avoir partout ailleurs dans le monde. Une vision condensée qui doit donc vous permettre de comprendre et prévenir l'avenir de ces milieux aquatiques, j'imagine. C'est exactement ça. Ce qui nous permet aussi d'anticiper et puis derrière d'adapter la gestion que l'on peut avoir de ces milieux, mais aussi l'appréhension et la sensibilité que l'on a sur ces milieux. Mieux les comprendre, mieux les connaître et mieux les protéger. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans ces lacs de montagne ? On trouve beaucoup de choses, naturelles ou pas. Mais globalement, quand moi je fais mon travail, donc je travaille sur les libellules, comme on l'a évoqué, mais aussi sur les amphibiens, donc les grenouilles, les tritons, les crapauds, et aussi les plantes aquatiques. Et donc on trouve beaucoup d'espèces, mais une faible diversité. C'est-à-dire, par exemple, quand on est en plaine, on va avoir globalement plus d'espèces en nombre qu'en altitude, puisque ce que je vous expliquais à un moment donné, c'est qu'on a des conditions plus extrêmes. On vit dans un milieu où il y a peu de périodes sans neige. Donc, les espèces, elles ont des cycles de développement qui sont accélérés. Elles ont une obligation de pouvoir hiberner. Enfin, donc, on n'est pas du tout dans le même système. Donc, on a moins d'espèces, mais elles sont, pour certaines, spécialistes de ces milieux-là. Donc, on a un fort enjeu patrimonial. Après, on trouve d'autres espèces que je n'ai pas dites, plein d'insectes. Et puis, ce sont aussi des milieux qui sont utiles pour l'élevage, puisqu'on retrouve aussi des traces de présence d'ovins ou de bovins, mais aussi de faune sauvage, des cerfs qui viennent se rafraîchir dans ces milieux-là. Et puis, on trouve beaucoup l'homme aussi sur les plans d'eau plus grands que ceux que j'étudie, parfois avec des paddles, des bateaux et tout type de faune. Et pourquoi c'est déconseillé à l'homme de se baigner dans ces lacs alpins ? C'est pour ne pas les abîmer ?
En fait, on est aujourd'hui, et surtout depuis le Covid, dans une vision de la nature qui a un peu changé, ou en tout cas pas une vision, mais une appréhension et une fréquentation qui ont changé. Donc avant, on allait en montagne, il y a quelques années, on allait en montagne et on était globalement, à part en juillet, août, pendant les week-ends, on était quand même assez relativement seul, on pouvait être isolé. Ce qui n'est plus le cas. Donc il y a un gros attrait pour la montagne et en particulier les lacs de montagne. Et l'été. Parce qu'il fait plus frais et puis parce qu'on peut se baigner. Et donc, il y a quelque chose je dirais, dans nous, êtres humains, qui nous amène dans ces territoires-là parce que, bon, ils sont plus frais, voilà, c'est agréable, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de liberté, de sauvage, etc. Et on voit ça comme un milieu protégé, sauvegardé, préservé, assez intact. Alors que ce sont des milieux extrêmement fragiles. Et comme je vous l'ai expliqué, ils subissent déjà de plein fouet les effets du changement climatique. Et donc, la pression que l'on met sur ces milieux est d'autant plus importante puisqu'ils sont fragilisés par les changements globaux et non pas que le changement climatique. Donc, il y a d'autres structures que France Nature Environnement qui travaillent aussi sur les lacs. C'est par exemple Aster sur les lacs Sentinelles et qui travaillent sur les plastiques que l'on peut retrouver dans les lacs, les problématiques de pollution atmosphérique. Et donc, on n'est pas dans des milieux sauvages au sens de la jungle amazonienne. Inaccessible. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles et par contre, ils ont déjà des effets qui sont liés à la fréquentation et aux changements globaux. Et donc, se baigner dans les lacs, donc il y a un travail qui est fait en particulier donc, par Aster et le groupement d'intérêt scientifique Lac Sentinelle, qui s'appelle le projet Plouf, qui est sur mieux comprendre quels sont les effets de la fréquentation de ces lacs sur les écosystèmes. Et donc, on sait que tous les matériaux qui sont portés par la peau des hommes quand ils se baignent, eh ben, ils vont être transférés dans l'eau. Si on fait notre vaisselle dans l'eau, ça va aller dans l'eau, la crème solaire, etc. Et donc aujourd'hui, il y a des études qui sont faites qui montrent déjà les effets de ces problématiques de surfréquentation de milieux, pas sur les lacs d'altitude, mais par exemple en Ardèche, dans les Gouilles ardéchoises, où il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes à canoë qui vont se baquer, etc. Donc, on n'a pas encore démontré que dans les lacs d'altitude, il y avait un effet spécifique, etc. On le fera, c'est en cours. Mais par contre, on sait déjà que la surfréquentation est destructrice du milieu, d'autant plus qu'il y a vraiment, cette non-conscience, globalement, des gens que ce milieu, il est à préserver. Et puis, ça n'impacte pas que l'eau en tant que lac, mais aussi tout le pourtour du lac. On peut avoir, par exemple, dans le cas de trail, sans flécher, c'est de façon globale, différents usages, qui vont piétiner à un endroit et qui peuvent couper l'alimentation d'une zone humide à force de piétiner. Alors, du trail ou des randonneurs, hein, là, je donne un exemple, mais c'est pas du tout pour stigmatiser les trailers, c'était uniquement un exemple. Et donc, toute cette fréquentation peut poser des problèmes aux écosystèmes, que ce soit dans l'eau ou autour de l'eau ou dans les zones humides au sens large, comme était évoqué tout à l'heure par Anne. Expliquez-nous comment vous travaillez, avec quels outils vous travaillez, des outils innovants. On parle de l'infiniment petit, l'ADN par exemple, jusqu'aux satellites. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Donc moi, je travaille donc sur ce projet de recherche, donc sur CIMAE. Je reviens juste pour répondre à cette question sur pourquoi à France Nature Environnement, il y a quelqu'un comme moi qui fait une thèse et qui va sur cet aspect scientifique. Un des objectifs du travail et de cette démarche, c'est de pouvoir amener des éléments pour aller vers de la protection et de la conservation de la nature. Et donc, pour pouvoir amener des éléments qui soient tangibles, factuels et scientifiquement solides, il faut déjà bien détecter les espèces. Et pour bien détecter les espèces, des fois, quand on va sur un milieu, on peut passer à côté d'une espèce qu'on n'aurait pas vue parce que, pour telle ou telle raison, je ne sais pas, la végétation qui les a cachés, etc. Il y a différentes raisons. Donc moi, je mets en place des protocoles et des méthodes d'inventaire pour limiter le fait que je ne détecte pas une espèce. Et l'ADN environnemental est un outil supplémentaire qui me permet, en prélevant de l'eau,
de pouvoir aller chercher si je trouve les séquences ADN des espèces que je recherche sur le terrain avec mon filet ou avec différents outils. Et donc, à partir de l'eau que je prélève sur les sites, je vais pouvoir avoir, je travaille avec le laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, je vais pouvoir avoir une liste d'espèces présentes dans les milieux. Et donc, à partir de l'infiniment petit, on peut avoir des informations sur la présence ou l'absence d'une espèce qui va être la base de mon travail d'analyse a posteriori. C'est-à-dire, si je me trompe sur la présence ou l'absence d'une espèce, toutes les analyses qui vont derrière pourront être biaisées. Et donc ça, c'est pas souhaitable. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur l'infiniment petit. Après, sur la question de l'infiniment grand, c'est-à-dire que si on veut à un moment donné pouvoir projeter ou étudier de façon globale, non pas à l'échelle d'une mare, mais à l'échelle d'un massif, comme je vous dis, je travaille sur les Alpes et les Pyrénées, eh ben, il va falloir qu'on ait une vision de où sont ces milieux que l'on étudie. Et pour connaître ces milieux qui sont, comme je vous l'ai expliqué, assez inaccessibles et puis assez souvent sous la neige, on essaye, dans le cadre de ma thèse, avec le pôle éclat d'Aix-en-Provence et le pôle écosystème lacustre avec l'équipe de Thierry Tormos et Nathalie Reynaud, on essaye d'identifier, grâce aux images satellites, si on peut trouver des petites mares qui vont jusqu'à 1 mètre carré de surface. Et donc, on allie ces outils de l'infiniment petit à l'infiniment grand, donc les images satellites, pour mieux comprendre et mieux connaître toute cette faune, cette flore, mais aussi ces écosystèmes, comment ils sont distribués. Et puis, in fine, on ne le fera pas dans le cadre de ma thèse, mais on va essayer de le faire a posteriori, et comment ils évoluent, et depuis quand, et est-ce qu'il y en a qui ont disparu, et le fait que les glaciers se retirent, est-ce que ça en crée, est-ce que ces milieux créés, ils sont détruits rapidement à cause de l'érosion, etc. C'est-à-dire que ça nous permettra d'avoir aussi une dynamique temporelle de l'évolution de ces mares dans le temps, grâce aux images satellites. On parle d'une échelle très importante, comme on parle des Pyrénées et des Alpes. De combien de marles parlons-nous ? Et est-ce que vous avez utilisé des sciences participatives avec des volontaires pour achever ce travail ? Donc évidemment que je ne pouvais pas faire tout ce travail toute seule. Donc là, ma thèse, je la fais en 4 années parce que forcément, il y a toutes les missions dont on a parlé tout au début de notre échange que je fais en parallèle de ma thèse. Donc je la fais sur 4 années. Impossible d'aller sur toutes les Alpes et tous les Pyrénées toute seule. Donc dès le départ, j'ai souhaité associer le maximum de monde possible au travers des réseaux naturalistes, mais des gestionnaires aussi de milieux naturels. Et donc, on a mobilisé 120 personnes qui étaient aussi du monde de l'outdoor, puisque à partir de la 2e année, on a aussi mobilisé du monde grâce à aussi des motivations de différents ambassadeurs comme Sébastien Chéniaud, mais aussi des marques de l'outdoor qui nous ont soutenus comme Snow Leader, Petzl, La Fuma et d'autres marques qui finalement ont voulu pas forcément promouvoir leur image, mais soutenir ce que l'on faisait. Et donc, on a mobilisé le plus de monde possible, ce qui nous a permis de recenser presque 600 mares sur les Alpes et les Pyrénées. Mais quand on regarde, c'est énorme, c'est un travail énorme et c'est super. Donc, il y a eu beaucoup de formations. Il y a eu, pour que les protocoles soient faits de manière homogène de partout, pour que les données soient exploitables derrière. Donc, il y a eu des formations, des webinaires. Donc, c'était une énergie colossale que j'ai dû déployer et ça a été un plaisir de déployer. Ce qui a permis de rencontrer des gens extraordinaires et des gens qui n'étaient pas forcément sensibles à ces questions-là. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment un projet extra qu'on va continuer. Mais pour en revenir à la question du nombre, avec le travail des satellites et donc de la vision spatiale de ces milieux, là, j'ai fait un peu une synthèse du nombre qu'on pourrait avoir donc, de mares, mais aussi lacs et puis des milieux aquatiques, zones humides, comme on évoquait. Et on est à 26 000 milieux. Donc, on a fait un petit échantillon à notre échelle. C'est que le début. On va continuer et l'objectif c'est de continuer à mobiliser du monde puisque c'est aussi une façon d'impliquer les gens sont hyper contents. Là j'en discutais à l'Assemblée Générale vendredi soir de personnes avec qui on a travaillé, qui sont allés faire le terrain pour moi, qui étaient hyper contents parce que ça leur faisait appréhender la montagne et aller sur la montagne avec un objectif différent et puis ça leur donnait quand même l'impression de contribuer, de participer à quelque chose qui était plus grand que juste eux et leur plaisir d'aller en montagne. Ce qui n'était pas
ce qui n'est pas... ce qui va ensemble, c'est pas indissociable, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette thèse, de ces travaux de recherche que vous menez pour la suite ? Comme je disais tout à l'heure, c'est un début. Il faut bien commencer. Donc, ce qu'on peut attendre, c'est déjà que... moi, je suis très contente de faire cela et de faire une première brique. Je pense que déjà, ça, c'est très bien. C'est déjà avoir quelque chose et des bases et un premier état des lieux sur une connaissance aussi large des Alpes et des Pyrénées, avoir une vision si grande de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il manque, comment on va pouvoir travailler là-dessus, où est-ce qu'on va aller. Donc, c'est déjà avoir ce premier état des lieux. Et puis, les premiers résultats, ils sont plutôt sur quelles sont les variables impactées par le changement climatique qui vont avoir les effets les plus importants sur les espèces sur lesquelles je travaille. Et donc là, on a des premières tendances. On arrive à se rendre compte, par exemple, que l'assèchement va peut-être être plus important que l'effet direct de la température de l'eau. Donc il y a certaines choses qui sont en train de sortir et qui permettront plus tard de prédire les effets du changement climatique sur les différentes mares à l'échelle des Alpes et des Pyrénées et peut-être au-delà sur d'autres massifs. Aujourd'hui, on ne peut pas les prédire parce qu'on n'a pas une connaissance suffisamment fine de la température de l'air sur ces massifs. Et donc, on n'a pas une possibilité d'estimer la température de l'eau sur les mares où on n'a pas été, ni si elles vont s'assécher ou pas. Et donc, on aurait aimé, dans le cadre de ma thèse, pouvoir prédire les effets du changement climatique sur l'ensemble des mares et puis voir en 2050 et en 2100. Mais soyons raisonnables et on pourrait le faire, mais on dirait des choses qui sont totalement biaisées et erronées et grossières. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. Mais par contre, on va aussi travailler sur qu'est-ce qui fait que les communautés sont distribuées plutôt comme ci ou comme ça dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et donc, ce qui s'appelle des patterns, c'est-à-dire comment les communautés sont distribuées, comment les communautés de libellules, les communautés d'amphibiens et les communautés de plantes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles sont distribuées d'une manière ou d'une autre dans les Alpes et les Pyrénées ? Et donc, tout ça, ça amènera des premiers éléments opérationnels pour permettre aux gestionnaires, aux acteurs locaux d'avoir des premières pistes pour restaurer, gérer, améliorer ces milieux et préserver les populations pour lesquelles on a des responsabilités dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc c'est une première étape et on est déjà en train de travailler à la suite puisque la fin de ma thèse approche à grands pas. Normalement, je dois rendre mon manuscrit en fin d'année et soutenir ma thèse en début d'année 2025. Donc on est déjà en train de travailler sur 2025. Et l'idée, ça va être de mettre en place une plateforme, mobiliser des gens, sensibiliser. Globalement, ça aura un schéma de sensibiliser, amener de la connaissance pour mobiliser, rendre acteurs les gens et puis mieux comprendre ces milieux pour petit à petit mettre d'autres briques pour petit à petit réussir à préserver du mieux possible. Une meilleure information permettra justement peut-être de mieux protéger toutes ces zones humides. Complètement. Et là, il y a un gros besoin d'information du public. Comment faites-vous aujourd'hui pour informer les gens que ce sont des milieux fragiles ? Alors, il y a différents moyens. On a été sur différents événements de l'outdoor. On avait été au Running Festival, Annecy Running Festival. On avait été sur des kilomètres verticaux ou sur différents types d'événements pour parler des milieux. On a aussi eu le soutien de Snow Leader Petzal et La Fuma pour faire des conférences et avoir des outils qu'on pouvait laisser dans les refuges d'altitude. On y a été l'année dernière pour sensibiliser les gens, mais aussi aller sur le terrain et leur montrer quelle était la vie qu'il y avait dans ces milieux-là. Ça nous a aussi permis de faire une vidéo qui est disponible sur notre site internet, sur le projet SIMAE, et qui permet d'avoir un langage à peu près clair pour le grand public, qui explique qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et pourquoi ces milieux sont fragiles. Donc en fait, la communication, elle est très large. Et puis, depuis le début du projet, toutes les collectivités du territoire et les acteurs du territoire de type gestionnaire de milieux aquatiques, communautés de communes, certains offices du tourisme, les acteurs des sites Natura 2000, les gestionnaires de réserves, etc., ont été informés chaque année
et sont informés quand on fait une restitution. Toutes les personnes qui ont été rattachées de près ou de loin au projet sont informées des restitutions. J'essaie de faire des restitutions annuelles pour que les gens puissent suivre. Tous les documents qui sont produits, donc la vidéo, mais aussi le premier article scientifique que j'ai pu faire et qui a pu être publié en février. Donc ils ont toutes les informations. L'idée, c'est que ce soit pas de la science entre scientifiques, c'est surtout que ce soit un outil pour amener les gens à s'investir, à être acteurs là-dedans et qu'ils puissent s'approprier en fait ce que je fais. Ce que je fais, c'est pas pour moi ou pour une communauté de scientifiques, c'est pour la préservation de l'environnement et pour chacun d'entre nous. Quel regard vous portez justement sur la gestion de l'eau en montagne ? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables pour une gestion durable de la ressource en eau ? Je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits à un moment. Il y a eu beaucoup de travaux qui étaient financés, et qui le sont encore, par les agences de l'eau, en particulier sur des schémas de conciliation des usages de l'eau en montagne, ou des études qu'on appelait volumes prélevables, c'est-à-dire qu'on allait voir quels étaient les usages de l'eau, quels étaient les volumes, quels sont les usages de l'eau, quels sont les volumes prélevés, pour voir comment on peut gérer la ressource en général. En montagne, comme surtout en Haute-Savoie, dans nos départements, on a différentes problématiques. On a beaucoup d'activités qui se développent. Il y en a de plus en plus, comme on l'évoquait, parce qu'il y a une fréquentation grandissante, il y a un besoin, et donc il y a forcément une offre qui se développe. C'est basé sur les systèmes économiques depuis quelques années dans nos pays. Maintenant, nous, on n'est pas contre nous, je dis nous, France Nature Environnement, mais même globalement, moi, en tant que personne, je ne suis pas contre les différents usages et les différentes utilisations de l'eau. Chacun a sa place, chacun a... Voilà. Par contre, dans les schémas de directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont portés par les agences de l'eau, qui sont des documents de planification territoriale sur la gestion de l'eau d'un territoire, donc Rhône-Méditerranée. Un des usages principaux, c'est l'eau potable, et le deuxième, prioritaire, ce sont les milieux naturels. Donc moi, ce que j'aimerais, et ce qui me semblerait intéressant, c'est qu'on aille vers une gestion de l'eau qui intègre plus les milieux naturels. Aujourd'hui, on a une législation qui va travailler sur les débits réservés, c'est-à-dire l'eau que l'on doit laisser dans la rivière, mais sur les zones humides et sur les lacs, à moins qu'ils aient une certaine surface. Mais globalement, sur les milieux que j'étudie, moi, il y a la plupart qui ne sont pas du tout soumis à la réglementation parce qu'ils font moins de 1000 mètres carrés. Donc, ils peuvent être détruits sans aucun problème, etc. Et donc, sur la question de la ressource en eau, n'en parlons pas. Et donc, on est dans quelque chose où ce sont des milieux qui sont finalement un peu orphelins en termes de préoccupation ou de prise en compte dans les projets. Donc je pense que c'est déjà commencer par prendre en compte ces milieux et réfléchir comment ils sont impactés par les usages actuels. Je ne dis pas il faut changer les usages, je dis juste déjà comment ils sont impactés, ça on ne le sait pas. On ne sait pas du tout. Et donc ce serait très intéressant déjà de commencer par là, se dire bah oui mais en plus là, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, un des éléments principaux c'est qu'on se rend compte que l'assèchement sera peut-être quelque chose de plus impactant que les questions de l'augmentation de la température de l'eau. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait de l'eau dans les milieux pour pouvoir préserver les espèces et les milieux qui nous sont bien utiles pour nous, pour vivre dans un environnement vivable. Et donc, sur la gestion de l'eau, moi, je pense qu'il y a énormément de travail à faire qui n'a pas été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que ce serait très intéressant et ça fait partie des axes de travail à partir de 2025, c'est de mettre autour de la table les différents usagers, que ce soit les domaines skiables, que ce soit les refuges, que ce soit les alpagistes, parce qu'on a tous à y gagner, à mieux gérer la ressource pour préserver des activités économiques ancestrales, comme les alpagistes par exemple, mais aussi avoir en même temps une conservation, si c'est possible, de la biodiversité et des milieux. Quel regard vous portez sur les canons en neige ou les bassins de rétention d'eau en montagne, dans les alpages par exemple ? Alors moi, je n'ai pas un regard particulier là-dessus. Je pense surtout que ce qui est important, c'est de prendre conscience que jusqu'à un moment, on mettait ces bassines ou ces bassins de rétention ou ces retenues collinaires ou ces retenues d'altitude, on les mettait dans les milieux où il y avait le plus d'eau qui était stockée et donc on détruisait des zones humides.
Aujourd'hui, ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisque la législation a mis en place des choses qui permettent de préserver les zones humides. Après, quel est l'impact indirect sur les milieux en amont ? On n'a pas réellement d'études. L'impact direct sur le fait qu'on détruit ou pas la zone humide ou l'alimentation de celle qui est juste à côté, ok, ça c'est étudié. Mais globalement, on ne sait pas forcément. Les eaux, si elles sont prises dans des cours d'eau, et donc il y a des effets à un moment ou à un autre, en particulier à des moments... Alors on dit que l'hiver, il y a peut-être moins besoin d'eau, mais là, ça fait aussi partie de la thèse. Un des axes de travail, c'est comment survit la biodiversité quand la pièce d'eau, elle est complètement gelée et qu'il n'y a plus d'eau libre. Donc, en fait, la biodiversité a besoin d'eau tout le temps. Enfin, la biodiversité, tout le monde a besoin d'eau tout le temps. Et donc, je pense que ces questions de retenue, etc., je pense que ce serait intéressant d'avoir plus de discussions et plus d'échanges avec les domaines skiables. Il y en a déjà. Il y a les ARC qui sont engagés dans un travail en particulier avec le LECA aussi et INRAE et avec le pôle éclat en particulier, sur comment on peut faire pour concilier la mise en place de retenue d'altitude et biodiversité. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un premier pas. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette question-là. Et pour finir sur ces aspects-là, c'est qu'il y a une problématique qui est liée au fait qu'on va collecter de l'eau à un endroit et la relarguer ou la pulvériser, ou je ne sais pas comment on peut dire. La détourner, en fait. L'enneiger à un autre endroit. Et donc peut-être que ça peut aussi poser des problèmes sur les bassins versants qui sont finalement court-circuités par ces retenues. Voilà. Très bien, Marie, merci. On va retrouver toutes ces informations, des photos, des vidéos, des explications également sur le site internet de France Nature Environnement Haute-Savoie. Pour terminer cet épisode, c'est un peu la tradition sur Rouge et Blanc. Quel message auriez-vous à passer à nos auditeurs ? Pour moi, le message principal, c'est que j'ai un peu évoqué, je dirais, en filigrane tout au long de cet échange, c'est que le vivant, c'est nous. Et que si on veut continuer à vivre, il faut qu'on se soucie un peu plus de l'environnement et du vivant en général et ne pas se limiter qu'aux intérêts économiques qui sont pour l'homme dans un moment très court. Aujourd'hui, on est encadré, un peu drivé par des politiques qui sont sur des échéances et des mandats à court terme et qui ont en vue, pour la plupart, pas pour tous, parce qu'il y a des élus extrêmement sensibles et extrêmement engagés, mais pour certains qui ont plutôt des engagements sur le très court terme, sur la réélection d'après, sur faire plaisir aux différents lobbies économiques en particulier, parce que il faut être réélu, il faut faire plaisir aux puissants, il faut avoir du pouvoir. En fait, je pense que mon message clé, ce que moi j'ai envie de défendre, et c'est ce que je fais, je dirais, au travers de mon travail et dans la suite de ce que je vais faire derrière, c'est vraiment mettre le vivant au centre de cette société, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un parent pauvre de tous les programmes. Les élections européennes seront passées ou pas, mais quand cet échange sera diffusé. Mais en tout cas, on a de l'écologie qui est dispersée dans des choses. L'écologie devrait être le fondement de l'ensemble des partis et pas que d'un parti. C'est l'essence même de la raison pour laquelle on est là, c'est parce que la planète nous permet d'habiter, parce qu'il y a des relations complexes qui font qu'on ait de l'oxygène et qu'à un moment donné, par un miracle, on ait existé. Et on n'arrive pas aujourd'hui à prendre conscience, on est la seule espèce qui s'autodétruit, on n'arrive pas à prendre conscience que le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir si on a le dernier iPhone ou si la voiture que l'on pilote est la plus belle, etc. Ce qui est important, c'est comment on va vivre demain, et c'est pas ça qui va faire changer les choses. Donc pour moi, l'important, c'est ça, le message final qu'on pourrait dire, c'est soyons le vivant, respectons-nous, et respectons le vivant au sens large du terme. Message reçu. Merci Marie. Avec grand plaisir. Merci Anne. À bientôt, on se retrouvera peut-être en 2025 pour les résultats de la thèse et la suite des événements. Sûr. Merci, à bientôt.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt!